Bonjour, bon dimanche à tous et merci beaucoup d'être là. Dimanche, c'est le dernier jour donc, de ces rencontres et parmi tous les possibles futurs, on ne pouvait pas imaginer de passer les 3 journées sans parler du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Parce que même si c'est à 3000 km d'ici pour ce qui concerne le Proche-Orient, et plus proche pour le Maghreb, tout ce qui se passe là-bas a une incidence quasi immédiate sur la vie en France et dans toute l'Europe. Et donc on n'imaginait pas examiner les futurs possibles sans parler évidemment de cette région. D'abord les migrations, le chaos. Pour le moment, c'est le chaos dans toute la région. Et ce chaos a déjà eu pour effet d'emmener il y a 2 ans 1,5 million de personnes en Europe. Le flux continue, les gens continuent de mourir en Méditerranée. On ne voit pas d'issue dans les mois qui viennent. Les armées étrangères s'accumulent là-bas. Bref, c'est un sujet donc qui impacte nos vies de tous les jours et l'existence de nos démocraties. Ensuite, il y a eu le terrorisme djihadiste. Paris a été ensanglanté, Nice a ensanglanté, plusieurs villes d'Europe ensanglantées, sans compter tous les attentats encore plus meurtriers qui se déroulent dans le reste du monde. Deuxième sujet. Très important, énorme. Ensuite, les Français sont présents militairement. À Djibouti, à Abu Dhabi, une base en Jordanie, des hommes qui meurent pour nous tous en ce moment. Heureusement, il n'y a pas trop de morts, mais quand même, ils risquent leur vie tous les jours. Et en Libye, et donc et en Afrique, évidemment. Tout ça pour le chaos dont on vient de parler. Donc c'est une affaire non seulement qui nous concerne par les gens qui viennent ou qui viendraient en Europe, mais aussi parce que des soldats français sont en ce moment dans ces pays-là pour nous protéger. Et enfin, toutes les armées du monde en ce moment, enfin une dizaine d'armées sont en ce moment dans ces pays-là, et on ne sait pas si c'est pour faire la paix ou bien si c'est pour régler les comptes entre eux dans les pays du Proche-Orient. Voilà, toutes les raisons qui font que il faut en savoir un peu plus sur ce qui se passe et si les solutions sont possibles. Alors est venue à Pau ici la personne, on a choisi la personne qui probablement est une de celles en France qui connaît, en France et en Europe, qui connaît le mieux cette question. Il est universitaire, il connaît personnellement tous les protagonistes. Ça fait 40 ans qu'il circule dans ces régions, il parle parfaitement l'arabe. Je veux dire par là qu'il ne connaît pas que les dirigeants, il connaît aussi les peuples de ces régions. Et il est professeur dans des universités françaises, mais aussi européennes et aux États-Unis. Il est spécialiste de l'islam et il connaît les 2 bouts de la chaîne. C'est-à-dire que non seulement il connaît le Proche-Orient, mais il a écrit un livre qui a 6 ans maintenant, qui est édité chez Gallimard, où il étudiait l'islam radical en France. Il avait dans les banlieues et dans toutes les villes de France. Donc c'est quelqu'un qui connaît les problèmes du Proche-Orient et les incidences que ça a eu en France. Donc il vient de sortir un livre qui s'appelle « Sortir du chaos ». Et en toute honnêteté, à ma connaissance, c'est l'ouvrage le plus complet et le plus clair sur ce qui se passe là-bas. C'est une sorte de livre-référence qui parcourt les 40 dernières années. Voilà, nous allons recevoir donc Gilles Kepel. Bonjour, M. Kepel. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à Pau avec nous. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et je pense que cette rencontre sera utile pour tous les gens qui sont venus ici. Juste quelques mots avant qu'on entre dans le vif du sujet. Comment avez-vous découvert le Proche-Orient qui occupe depuis 4 décennies votre vie, matin, midi, soir et la nuit ?
Enfin, n'exagérons pas. J'ai des moments de respiration quand même et de sommeil. Mais un peu comme vous d'ailleurs, puisque Philippe Lapousterle et moi, nous avons été tous les deux au Moyen-Orient dans les milieux des années 70. Autant dire que nous ne sommes pas, comment dire, des palombes de l'année dans cette région, c'est ça. Et ça ne veut pas dire qu'il faut nous chasser. Hein, et donc, et en fait par hasard, parce que j'étais élève en Cagne et j'ai voulu me présenter à l'école normale supérieure, j'ai échoué lamentablement. Et il y avait au-dessus du tableau en Cagne une carte de l'Empire romain. Et avec un copain, on est allé, on a traversé la mer Méditerranée sur un bateau soviétique, c'était en 1974. On est arrivé au Pirée le jour de la chute des colonels, on a traversé l'Anatolie. Et puis, j'ai bien aimé la région, j'avais aucune idée, je savais vaguement qu'on parlait arabe dans cette région, mais je n'avais aucun. Oui, vous n'avez pas d'ancienneté avec ni la région, ni le sujet. Voilà, je ni ne la suis langue. Ni fils de colon, ni musulman, ni ancien prêtre, ni futur militaire, ni autre. Et donc, quand je suis rentré, il fallait bien que je fasse quelque chose. Ça m'avait bien plu. J'avais un peu l'impression d'être l'Ulysse de l'Odyssée que je bachotais au lycée. Et puis, j'ai commencé à apprendre l'arabe. On était 500 au premier cours, 250 au deuxième, etc. Et à Noël 12, 10 jeunes filles qui étaient tombées dans les bras de marxistes-léninistes tunisiens. Les islamistes n'étaient pas encore inventés à l'époque. Un Anglais qui était avec une Marocaine et que tout le monde accusait d'être dans l'intelligence service, et moi qui étais désespéré sentimentalement, et qui du coup... Ça a aidé à rester. Voilà, je m'efforçais à prononcer oui. correctement les phonèmes de la langue arabe. Donc de la frustration naît parfois le résultat. Mais vous dites ça m'a bien plu, non? Vous dites, à un moment, vous dites plus que ça. Vous dites vous êtes tombé sur des hommes, vous avez dit sur des. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça, sinon. Mais votre premier, voilà, il s'est passé quelque chose. Oui, je suis allé à la recherche des pierres et j'ai trouvé. Vous avez trouvé des. Voilà. Oui, quand même. Je ne suis pas du tout croyant ni chrétien, mais c'est l'église de Pierre et l'église de Chair, si vous voulez. Donc on va chercher des pierres et puis en fait on trouve des hommes. C'est ma conception de la géographie. Non, je veux dire par là que vous avez un lien. C'est pas le chemin de Damas, si j'ose dire. Presque. Mais il y a quelque chose de sentimental aussi avec. Oui, mais c'est vrai que votre image est très juste, puisque en fait, pour être arabisant à mon époque, c'est révolu maintenant, c'est dans les années 70, quand j'avais une vingtaine d'années. Il fallait passer par Damas. Il fallait trouver, si on peut dire, son chemin de Damas. Et en dialecte, ça s'appelle, et aussi en arabe classique, mais en dialecte on l'utilise beaucoup plus, le shem. Shem, ça veut dire, en arabe, dans la géographie du monde musulman, quand on est par exemple à Pau et qu'on regarde la Mecque, vers le nord, c'est-à-dire à gauche, c'est le shem, c'est le mot arabe qui veut dire shemel, nord ou gauche. Et à droite, c'est le Yamin ou le Yémen, donc pays qui s'appelle le Yémen, qui est au sud. Et pour nous, les jeunes qui avions été sélectionnés pour aller à l'Institut de Damas, c'était pas très dur. À l'époque, ça n'intéressait vraiment personne. Il y avait 10 places et nous étions 7 candidats. Donc j'ai triomphé sans aucune gloire. Vous avez avalé l'obstacle avec sourire. Avec décontraction. C'était marrant d'ailleurs parce que quand on a été reçu, cet examen difficile, on a reçu une petite lettre du ministère français des Affaires étrangères, sur papier en tête, la République laïque, une et indivisible, qui disait « Je crois devoir vous préciser, cher monsieur, félicitations, que dans le passé, la République arabe syrienne a demandé un certificat de baptême pour accorder le visa syrien. » Pourquoi? Parce qu'à l'époque, évidemment, il y avait très peu de musulmans en France, où ceux qui étaient là n'avaient pas fait des études pour leur majorité et n'allaient pas chercher des bourses pour aller en Syrie. Donc ce certificat de baptême était une fine manière de discriminer pour vérifier que ceux qui allaient là-bas n'étaient pas juifs. Et du reste, on disait même entre nous que ceux qui avaient le malheur d'être nés à Villejuif étaient automatiquement barrés par le flic syrien qui avait un français rudimentaire.
Et bon, ça ne me concernait pas particulièrement, mais j'ai dû aller chercher mon certificat de baptême, parce que j'avais été baptisé par une arrière-grand-mère très croyante, bien qu'ayant été élevé dans une famille très laïque, à l'église Notre-Dame-du-Port à Nice. Donc, vous voyez, et à Damas, donc, on était très fiers d'être au Cham. On se parlait en dialecte syrien, enfin, on faisait un petit groupe assez soudé. Et 40 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, les djihadistes dont vous parliez tout à l'heure dans votre introduction, des banlieues françaises, des périphéries d'une France désormais en partie musulmane, quand ils sont partis en Syrie pour commettre le djihad, puis revenir ici au Bataclan et ailleurs. Ils allaient au Cham. Hein. Voilà, on part au Cham. Pourquoi au Cham? Parce que dans un certain nombre de prophéties musulmanes, on dit que c'est au Cham, au pays de Cham, donc eux ont traduit par Adamas, et dans la Syrie d'aujourd'hui, que Jésus, prophète de l'islam, descendra le minaret blanc de la mosquée des Omeyyades, qui est la plus grande mosquée de Damas, et là se prendra la tête des armées musulmanes qui extermineront tous les ennemis de la vraie religion, et ce sera la fin des temps anciens et le début de la rédemption de l'humanité. Et donc ces gars sont partis là-dessus, et il se trouve que il y a 2 ans maintenant, le 14 juin 2016, enfin le 13 au soir, 13 juin 2016, l'un de ces imbéciles après un séjour en prison, a poignardé un policier à Magnanville, puis son épouse. Et dans la vidéo, ensuite, revendication faite en live, il a prononcé un certain nombre de condamnations à mort, dont la mienne en premier lieu, comme journaliste, en plus, qui est quand même un peu honteux pour un universitaire, avouez-le. Bon, je veux dire contre les journalistes, non, mais c'est quand même chacun son métier. Bon. Et donc, quitte à subir le martyre, au moins que ce soit pour des raisons professionnelles. Un mot là-dessus. Et au nom du Cham, c'est-à-dire. Oui. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire, le paradoxe, c'est que voilà, j'étais si fier d'aller au Cham il y a 40 ans, et je me retrouve avec une fatwa, 3 fois répétée sur la tête. Alors justement, un mot là-dessus, avant d'entamer le vif du sujet. On pense que les universitaires sont souvent des gens du livre, comme on dit. Ils sont dans des bibliothèques, ils font des recherches, etc. Je voulais simplement souligner ce point. Les universitaires ne sont pas à l'abri des menaces. Vous avez été menacé de mort 3 fois. Vous étiez même numéro 1 de la liste la 3e fois. Et vous avez été obligé de demander, on vous a accordé une protection, policière pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Est-ce que ça change, quand on est condamné à mort numéro 1 à la 3e fatwa, est-ce que ça change sa vision? C'est-à-dire, quand vous avez écrit le livre, est-ce que c'était dans votre tête et est-ce que ça, d'une manière ou d'une autre, influait un peu sur la manière dont vous voyez les choses Pour ce livre aussi, oui, c'était fondamental, puisque moi, je n'avais pas peur, vraiment. Je pensais que c'était des débiles et que, de toute façon, je savais comment ils marchaient. Et puis, il faut dire que le système de protection accordé par la République était formidable. J'ai eu l'occasion de parler avec Salman Rushdie à Princeton l'année dernière, qui, vous savez, a été mis sous protection très longtemps aussi. Il en a même écrit un roman qui s'appelle Joseph Anton. Et pour lui, c'était épouvantable parce que les Anglais lui faisaient payer sa garde, exigeaient qu'il se... Enfin, il y avait une espèce de relation sadomasochiste, si vous voulez. Alors que vraiment, ces policiers qui étaient là, les malheureux, pour un salaire très faible, qui est destiné, si jamais on me tirait dessus, c'était là pour se mettre devant et prendre les coups à ma place, donc, ou les balles. Et donc, pour l'anecdote, c'est pour ça que je suis très sensible aux revendications catégorielles des personnels de police désormais. Les voitures dans lesquelles on est, parce que autrefois ça s'appelait le service de protection des hautes personnalités. Maintenant c'est service de la protection, parce qu'il y a même des basses personnalités comme moi qui sont protégées. Donc les voitures sont à l'avenant, c'est pas comme les voitures des ministres. Je fais pas gilet jaune, hein, mais elles avaient entre 180 et 200 000 km au compteur. Donc le mot amortisseur faisait partie d'un univers qui était peut-être le paradis de Mahomet, je ne sais pas.
Et donc, ça, plus le fait qu'en fait, n'avez pas peur, mais le corps réagit de manière différente. Madame Fleury n'est plus là, elle aurait pu nous en parler beaucoup mieux, je ne saurais le faire. Mais je pense que mes muscles sont tétanisés. Entre ça, plus les amortisseurs absents, ça m'a donné des crises de sciatique épouvantables. Ce n'avait jamais eu de ma vie. Et je ne pouvais plus bouger. La seule chose Paralysé. que je pouvais, quasiment, la seule chose dans les derniers mois que je pouvais faire, c'était rester, qui ne me poussait pas des hurlements de douleur, c'était rester allongé avec un coussin sous les genoux. Donc il fallait bien que je fasse quelque chose. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé l'écriture de ce livre. Donc l'écriture de ce livre est directement lié à la fatwa. Oui, c'est directement le produit. C'est ma thérapie ou ma rédemption, si vous êtes un peu croyant. Moi, non, mais enfin voilà. Et bien sûr, ça m'en a. Je crois que ça. C'est ça qui en a été le carburant. Je n'ose pas non plus faire. C'est pas le diesel, mais Vous avez enlevé votre gilet, là, ça va. Voilà. J'ai mis un gilet bleu, mais et c'est ça qui m'a. Je crois que ça. C'est un livre pour lequel je me suis posé une question très simple, c'est qui est comment se fait-il qu'on n'ait rien compris à ce qui s'est passé dans les soulèvements arabes? On a dit c'est formidable, Yukaïda, c'est comme la chute des colonels, comme la chute du mur de Berlin. Parler du printemps arabe en hiver. Voilà. Alors justement, moi je les appelle pas les printemps parce qu'ils sont tous devenus en hiver, justement, oui. Entre décembre et le 14 mars, qui, si ma connaissance du temps est bonne, est quand même la saison de l'hiver. Et puis... Remarquez, le printemps n'a pas tardé à devenir hiver pour les mêmes pays. Oui, c'est ça. Ils sont d'abord un peu brûlés à l'été, puis il y a eu l'automne, et puis il y a eu l'hiver de l'État islamique, parce que le Daesh en est la résultante. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de comprendre, de réinscrire ça dans la période qui est un peu la longue période, mais qui est un peu aussi notre période à tous les deux, c'est-à-dire... on commence à connaître cette région dans les années 70, tous les deux, et puis, en fait, on en a été l'un et l'autre, chacun à sa manière, un observateur, un témoin, un acteur modeste dans ce qui me concerne. Mais c'est en fait, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de mêler à la fois la connaissance livresque que j'avais, que vous avez rappelé, mais aussi le terrain. C'est-à-dire, moi, je suis un type qui passe son temps à se balader, enfin, sauf quand il est perclus de sciatique. Et donc, j'ai essayé de faire une synthèse de tout ça. Moi, j'avais déjà pas mal écrit pour montrer comment les révolutions, ou les soulèvements arabes, ce ne sont pas non plus des révolutions, en fait, adviennent à un moment dans l'histoire du monde musulman contemporain où le djihadisme a subi une mue très importante. On n'est plus dans la période Ben Laden, dans l'époque de la télé. On est dans l'époque du djihadisme par réseaux sociaux. Et où on va avoir des individus qui vont faire l'aller-retour entre l'Europe, les banlieues musulmanes de l'Europe touchées par le salafisme, et où vous avez un certain nombre de jeunes qui ont complètement rompu en valeur avec les sociétés démocratiques et qui estiment que c'est la mise en œuvre de l'islam de Daesh, la rédemption de l'humanité, du massacre des apostats, des infidèles, qu'on va laver la planète, si vous voulez. Et d'autre part, l'effondrement des systèmes autoritaires en Tunisie, en Syrie, en Égypte, en Libye, a permis ça. Un exemple très clair, la Tunisie. Tout le monde est libéré de prison dès janvier 2011, quand Ben Ali est éjecté. C'est une très bonne chose, on libère les objecteurs, enfin les opposants politiques, les prisonniers politiques, même les gens de Narda, etc. Mais on libère aussi tous les djihadistes. Tous les djihadistes tunisiens qui remettent en place leur réseau. Or, beaucoup d'entre eux ont de la famille dans les Alpes-Maritimes, puisque les Alpes-Maritimes sont le département le plus tunisien de France en termes d'immigration. Et c'est ça qui va vous expliquer quelques années plus tard que les Alpes-Maritimes, bon, je sais bien qu'à Pau, on n'aime pas Nice parce que la promenade des Anglais a remplacé la promenade des Pyrénées. Moi, je suis pas loin de Nice, donc je suis plus indulgent. Et va être le deuxième département exportateur de djihadistes. Premier, Seine-Saint-Denis, tout le monde comprend pourquoi, je n'ai pas besoin d'expliquer. Deuxième, Alpes-Maritimes, parce que ces réseaux se sont reconstitués. Ce n'est pas juste la promenade des Anglais, c'est les immeubles pourris qu'il y a derrière, évidemment. Et troisième, pas loin du tout d'ici, la Haute-Garonne. Pourquoi la Haute-Garonne? Parce que c'est justement à Toulouse et dans la région toulousaine que se construisent les foyers
du djihadisme français. Et ce matin, François Bayrou, qui nous faisait une petite visite passionnante de Pau et de la région, et la synthèse historique dont il a l'art, nous rappelait en fait l'histoire de cette région. Et si vous allez en Ariège, dans la région toulousaine, c'est une région montagneuse dans laquelle vous avez eu toutes sortes de groupes protestants qui se sont développés. Pendant des siècles, oui. Et paradoxalement, près de Toulouse, dans la région d'Artigat, que certains d'entre vous connaissent peut-être, un village de l'Ariège, s'est installée une sorte de phalanstère islamiste dirigée par un Syrien qui est arrivé faire de vagues études dans les années 70, puis ensuite qui a développé un prosélytisme très important dans les banlieues déshéritées du Mirail et ailleurs. Mais quand on dit Mirail, on pense à l'université au départ. Oui, quand on était jeune, Mirail, c'est l'université. Mirail, aujourd'hui, ce sont les zones de non-droit où les salafistes règnent en maître. Et c'est là qu'a été le point de focalisation de départ du djihadisme français. Alors quand on appelait, ou quand des gens, moi je n'appelais pas directement, mais des chefs djihadistes français à Raqqa, ils avaient l'accent cassoulet, si vous voulez. C'était un truc tout à fait étonnant. Et parce qu'il y a plein de convertis aussi là-dedans. Et donc, et c'est là que tout commence pour nous, le 19 mars 2012, avec les attentats de Mohamed Merah à Montauban et à Toulouse, que l'incompétent qui dirigeait la DST à l'époque, Squarcini, a expliqué, mais pas du tout, circuler, il n'y a rien à voir, ce sont des loups solitaires. Oui. Bon, en plus, c'était l'élection présidentielle, Hollande contre Sarkozy, donc peut-être que certains avaient intérêt à dramatiser les choses d'une manière. Mais, or, pas du tout, c'était des gens qui étaient dans des réseaux extrêmement structurés, en lien avec la Syrie, et en plus, c'est un moment très symbolique, c'est le 19 mars. 19 mars 2012, c'est 50 ans après l'indépendance de l'Algérie, la mise en œuvre du cessez-le-feu dans la guerre d'Algérie. Et Mohamed Merah, fils d'une famille d'Algériens qui détestait la France, la mère Merah s'est dite fière que son fils ait mis la France à genoux, c'était quelqu'un qui avait été élevé dans la haine de la France, et d'une certaine manière, c'est le ressac rétrocolonial qui s'exprime à ce moment-là, en utilisant le vocabulaire du djihadisme, et qui va nourrir ces flux d'aller-retour vers la Syrie, qui se traduiront par Charlie Hebdo, par le Bataclan, par l'attentat de Nice, etc. Pourquoi c'est la France qui a été le premier pays fournisseur, le nombre de djihadistes par rapport à l'importance du pays, la France était largement en tête. On n'est pas très exportateur, mais en termes comme exportateur de djihadistes, on a été champion d'Europe, aucun doute. Hein. Et alors pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que ce djihadisme-là, même s'il était traduit en turc, en langue de la péninsule du sous-continent indien, était quand même principalement en arabe. Ça se passait dans les pays arabes. Or, la France, des grands pays européens par la taille, c'est celui où l'immigration est majoritairement arabe et nord-africaine. En Allemagne, elle est turque. Au Royaume-Uni, elle est indo-pakistanaise. En Espagne et en Italie, elle commence à être arabe, mais le phénomène est bien moindre que la France, puisque l'industrialisation est arrivée beaucoup plus tard, dans des conditions plus complexes. Et donc, je pense que c'est l'une des raisons. Et puis, il y avait tout ce qui restait de la guerre d'Algérie, enfin de la deuxième, du djihad, et de la première, et la guerre des années 90. Et Merah en a été le symbole. Alors, je ne sais pas s'il a fait exprès que ce soit le 19 mars 2012, si c'était ses commanditaires qui lui ont soufflé, ou si c'est un hasard, mais en tout cas, symboliquement, oui. Oui, mais des fois, les hasards dans l'histoire obligent à songer. Dans ce livre, je fais très attention aux dates. Hein. C'est un livre où il y a beaucoup de cartes pour bien comprendre les choses. Là, dans le premier rabat, il y a une carte de la région en octobre 1973 que je désigne comme le moment inaugural, cette ère du chaos. On connaît cette guerre généralement sous le surnom de guerre du Kippour. Ou du Ramadan.
Voilà, mais le ramadan, Oui. il faut le dire soi-même, parce que généralement, on connaît comme Kippour Oui, c'est ici. vrai. Ouais. C'est parce que les États arabes attaquent, Égypte et L'Égypte. Syrie, attaquent Israël, qui a conquis le Sinaï, Jérusalem-Est, Gaza, la Cisjordanie et le Golan lors de la guerre des 6 jours de 67, avec les mirages français de Dassault à l'époque. Donc, il y a une contre-offensive. Et il profite du jeûne juif du Ramadan qui met Israël en veilleuse pour passer le canal de Suez, etc. Voilà. Le jeune juif du Kippour. Pardon, du Kippour, excusez-moi, voilà, je mélange tout. Et pourtant, je suis encore à jeun. Et donc, il y a un pont aérien militaire américain. Israël lance une contre-offensive victorieuse et elle sera arrêtée au kilomètre 101 sur la route de Suez au Caire, parce que les États pétromonarchies arabes sous l'égide du roi Faisal d'Arabie Saoudite décident l'embargo du pétrole qui aboutira jusqu'aux gilets jaunes d'hier. Mais et l'augmentation fabuleuse des prix qui va multiplié par 4 dans la journée. Voilà. Et alors, qui plus est, cette guerre se déroule pendant le jeûne musulman du Ramadan, qui coïncide avec l'autre, qui dure un mois. Il y a quelques années, il aurait fallu que j'explique ce qu'était le Ramadan dans une salle paloise. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Peut-être même on connaît mieux le Ramadan que le carême, je pense, aujourd'hui en France. Et donc, on n'a pas le droit on doit s'abstenir de toute nourriture, entre autres choses, et de boissons entre le lever et le coucher du soleil. Aller faire la guerre avec ça, c'est pas terrible. Mais si vous proclamez le djihad, le ramadan, l'obligation du ramadan, même de la prière, etc., est levée. Car c'est la fin qui justifie les moyens. C'est un peu comme la mobilisation générale, ou la patrie en danger, si vous voulez, qui suspend les règles civiles et qui établit une sorte d'état d'urgence, qui mobilise les gens, etc. Et de ce fait, cette guerre a été perçue d'emblée comme une guerre sacrée contre l'ennemi, une guerre qui s'est inscrite en dimension guerre sainte, on peut dire. Oui, religieuse, alors que celle de 67 était nationaliste. Nasser avait très peu joué il en avait joué, mais pas très peu de la dimension religieuse. Et qui plus est, ce sont les Saoudiens qui raflent la mise, ils apparaissent comme les vainqueurs, et donc on va avoir cette naissance d'un espace de sens islamique à partir de 73. Au départ, dont ils estiment être les bénéficiaires, les Saoudiens, en diffusant un islam très conservateur qui va les justifier sur le thème « c'est parce que nous sommes les musulmans les plus rigoristes que Allah nous a gratifié de la rente pétrolière. Et donc, ceux qui sont mauvais musulmans n'auront pas de pétrole. » Ce pétrole sert à diffuser la propagande salafiste partout dans le monde pour conforter le régime saoudien, y compris, c'est le moment où arrivent les premiers prédicateurs ici, puisque ce phénomène pétrolier, il a un effet immédiat. Pour nous, c'est le changement du modèle économique, c'est la fin des 30 glorieuses, ce sont les licenciements massifs de la main-d'œuvre banale et sa transformation par l'automatisation. Cette main-d'œuvre banale, elle est très fréquemment issue de l'immigration musulmane. L'identité de ces personnes qui étaient liées à leur appartenance à des syndicats, l'identité au travail, etc., et au pays de départ se trouve complètement chamboulée. Le Conseil d'État qui autorise le regroupement familial à ce moment-là va changer la démographie, va faire qu'il y aura en France une population musulmane, voilà, un afflux de femmes et d'enfants. Et on passe du modèle des travailleurs immigrés, un facteur de production, le travail, un déplacement, l'immigration, à une population qui ne sait plus très bien comment se définir. Et j'avais écrit un livre il y a longtemps, vous avez mentionné gentiment tout à l'heure aussi le deuxième pied sur lequel je marche quand je n'ai pas l'asiatique, qui est le travail dans les banlieues françaises. Mon premier livre, je l'ai écrit, je crois que tu étais assez précurseur. 2012. 87, non. Les banlieues de l'islam datent de 1987. Ah bon ? On était très jeunes à l'époque. Et mais vous viviez au Moyen-Orient, Philippe, donc vous aviez le droit de voir ce que je faisais dans les banlieues. Et je me souviens d'être allé à un moment dans une cité du nord de Marseille qui s'appelle toujours la Castellane, mais Zidane n'avait pas encore été inventé non plus à l'époque.
Et il y avait dans une cité HLM, dans un rez-de-chaussée où personne ne voulait habiter, c'est toujours attaqué, un gars avait créé une association musulmane, un jeune gars. Donc je vais discuter avec lui et je lui dis, dans la conversation, une question que je n'oserais plus poser maintenant. Au fait, je ne sais plus comment il s'appelait, Mohamed, disons, vous êtes algérien ou français? Et le gars me dit, alors que les Marseillais d'origine ici excusent mon imitation de leur accent, mais comme je suis niçois, je m'estime légitime à le faire, je suis ni français ni algérien, je suis musulman et marseillais, t'es con. Ce qui, en marseillais, n'est pas du tout un truc méchant. Oui. Non, c'est juste un signe de ponctuation. Et donc, et c'était très intéressant parce que face à chacun des États qu'il tirait par un bras, si vous voulez, qui essayait de l'écarteler, il était marseillais, c'est-à-dire il avait les pieds dans la glèbe, dans le turf, comme on dirait en anglais, et la tête dans le ciel musulman. Et on voit bien comment ces identités se structurent, se déstructurent, et vont mettre en place des phénomènes qui, avec la persistance du chômage, de la marginalisation des jeunes des banlieues, la difficulté à l'intégration du système scolaire, aboutiront de fil en aiguille à des ruptures culturelles, pas pour tout le monde évidemment, bien sûr, fort heureusement, mais qui seront une voie assez simple qui aboutira finalement au passage à l'acte à partir de la rupture culturelle. Ce sera Mera, les frères Kouachi et compagnie. Un mot là-dessus, puisque ça fait 30 ans que vous avez écrit ce livre, donc sur les 87. J'ai fait un bac littéraire, donc il faut que je mette un peu de temps pour calculer. Et donc, 8 et 3, oui c'est ça, 30. 30 ans. Un peu plus même, oui 4 ans. À l'époque, c'était quand même, vous étiez un des seuls à avoir obtenu ce genre de choses, mais... le livre n'a eu aucun succès d'ailleurs. Oui. Et quand vous avez entendu Gérard Collomb, la démission, cette phrase qui est restée quand même, le ministre de l'Intérieur sortant qui dit nous sommes côte à côte et espérons. Oui, on va être face à face. Voilà, où en sommes-nous? Je pose la question à celui qui connaît l'autre bout de la chaîne, justement. Bon, déjà, sa femme a été mon étudiante, donc c'est peut-être ça a influencé, je ne sais pas. Mais vous savez, pour influencer les hommes politiques aujourd'hui, il faut. Je ne sais pas si François Bayrou est là. Et mais c'est vrai, oui. C'est vrai. Simplement, c'est terrible que ce constat soit fait en partant. Peut-être il fallait qu'il le fasse, qu'il s'attelle tout de suite à cette question et qu'il en fasse une priorité, qu'il l'explicite dès la prise de fonction. C'est pas une critique de Gérard Collomb lui-même, mais peut-être aussi de la manière dont on a un peu de mal à traiter les situations et les grands clivages de notre société aujourd'hui, dans la mesure où nous avons, je ne vais pas faire mon gilet jaune, hein, mais nous avons une caste dominante qui n'est pas forcément très en phase avec les transformations profondes du monde et de la France. Et je ne sais plus quel titre vous avez choisi, Demain, c'est ça Demain, un autre monde. Oui, je ne suis pas sûr que nos jeunes énarques en soient convaincus. J'ai l'impression qu'ils sont très contents que ce soit le même. Et que, on le voit, la France est un pays dans lequel la coupure entre le décideur politique et les universitaires est absolument immense. Et même si tel ou tel dirigeant peut avoir des mots très aimables. Pour l'université, oui, ou pour tel ou tel universitaire. Mais j'ai été frappé par ça, justement, quand à mon avis, le quinquennat précédent a été une catastrophe totale pour sa compréhension de ce qui se jouait en Syrie. On a estimé que Bachar al-Assad allait disparaître dans la minute. On a fort légitimement approuvé la révolution démocratique syrienne, le soulèvement démocratique syrien, mais on n'a pas été capable de voir que le soulèvement a été très rapidement pris en otage par des groupes islamistes puis djihadistes qui luttaient, en fait, financés par la pétromonarchie, ou certains d'entre eux, pour lutter contre l'influence iranienne. On a été pris à ce piège,
Et finalement, on est arrivé jusqu'à cette chose extraordinaire, création d'un ancien ministre et de ses conseillers, de djihadistes modérés. Moi, j'adore cet oxymore du djihadisme. Ça peut être le mode d'égorgement, peut-être. Je ne sais pas comment on le distingue. Le djihadiste extrémiste, il a un couteau cranté. Et voilà, ce genre de conneries, malheureusement, nous en payons le prix. Et j'ai dû voyager j'ai beaucoup voyagé pour ça. Enfin, quand j'ai pu voyager, enfin. En fait, libéré de l'asiatique. Oui, avec la chute de Raqqa, en fait. C'est la chute de Raqqa. Les policiers m'ont dit maintenant, ils ont autre chose à faire que de vous courir derrière. Ils cherchent à sauver leur scalp. Et bon, peut-être c'est un miracle, hein, je ne sais pas. Vous êtes libre. Voilà, et mon corps s'est libéré. C'était lève-toi et marche, d'une certaine manière. Et donc, du coup, j'ai pu marcher, et reprendre l'avion. C'était pas terrible pour l'asiatique, bien sûr. Et j'ai vu beaucoup de monde à ce moment-là. Et entre autres, je suis allé en Russie. Et j'ai été très frappé par la manière dont Poutine, dont je ne suis pas particulièrement un admirateur, hein, je le précise tout de suite, avait su, lui, contrairement à François Hollande, utiliser avec beaucoup d'efficacité la connaissance des arabisants et des orientalistes de son russes, pays. Ce qui lui avait permis, dans une logique purement machiavélienne ou machiavélique, si vous voulez, de faire d'un pays comme la Russie, qui a le PNB de l'Espagne, hein, le maître du jeu syrien, se sortir des sanctions qui ont été votées par l'ONU à la suite de l'annexion de la Crimée, et finalement aujourd'hui faire un retournement qui lui permet d'être en position de force, alors que évidemment il n'est pas tout à fait au même niveau que les États-Unis. Vous avez vu dimanche, tout le monde a gentiment suivi Macron en remontant les Champs-Élysées à pied sous la pluie, sauf Trump dans sa limousine blindée et Poutine, comme si Poutine était revenu à l'époque de la guerre froide, de l'URSS et des États-Unis. On n'en est plus du tout là, mais il a très bien, les Russes savent très bien utiliser Donc en toute humilité, vous venez de nous dire que pour être un bon décideur, il faut consulter les universitaires et les mettre au pouvoir, en gros. Non, pas du tout. Au pouvoir, surtout pas. C'est encore pire. Il ne faut surtout pas que les universitaires soient au pouvoir. Mais quand même. Parce qu'ils ne savent pas gérer les ressources humaines, entre autres choses. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas faire. Mais non, je préfère pas que je sois au pouvoir. Mais en tout cas, dans un système, quel qu'il soit, bien organisé, les décideurs, après ils décident ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont décideurs, ils ont été élus ou nommés ou ils sont arrivés au pouvoir. C'est leur boulot, pour bonne raison, c'est de décider. Mais quand leur réflexion, leur horizon intellectuel est bouché par leur appartenance à un corps qui les empêche d'acquérir la connaissance qui est dans l'intérêt de la nation et de l'État, et pas seulement la perpétuation de leur caste, alors on a un blême, comme on dirait en banlieue. Sortir du chaos. Donc, en ce moment, en Syrie et en Irak, il y a, on va dire, 7 ou 8 armées, des groupes armés, 7 ou 8 armées régulières, 7 ou 8 pays engagés d'une manière ou d'une autre, beaucoup plus d'ailleurs dans les coalitions qui sont à côté. Plus les irréguliers de toutes sortes. Plus les irréguliers de toutes sortes. Est-ce que ce sont des gens qui sont là pour obtenir un accord, c'est-à-dire une paix, une stabilisation, ou bien on fait du Proche-Orient un théâtre où tout peut arriver du jour au lendemain, y compris des confrontations entre des gens sur place pour faire la paix de manière officielle? Alors, si j'avais su, vous me posiez cette question, donc vous voyez, ce n'était pas téléphoné, on n'avait pas prévu les questions et les réponses à l'avance, j'aurais fait projeter l'une des cartes qui est dans le livre. Le livre a de très belles cartes, je dis ça d'autant plus, c'est pas moi qui les ai faites, hein. C'est un géographe très doué qui s'appelle Fabrice Balanche, qui est maître de conférence géographie à Lyon 2, et qui, entre autres choses, donc, a une carte de la situation en Syrie maintenant. C'est en été 2018, cet été, où on voit donc que le régime syrien, avec l'armée russe surtout qui est derrière, et leurs alliés iraniens, contrôlent la côte, la région qui va d'Alep désormais à la frontière jordanienne,
mais qu'au nord-ouest, il y a une zone qui est la grande pomme de discorde aujourd'hui, qui s'appelle la zone d'Idlib, où ont été ramener tous les djihadistes, les rebelles, évacués. et qui avaient... alors c'est très étonnant, et avec la police militaire russe. Alors, quand j'étais à Moscou, j'ai dit, c'est curieux, cette police militaire russe, dont vous faites un si grand cas, et ils me disent, oui, oui, ce sont des Russes, Tchétchènes, Dagestanais, Ingouches, donc ce sont des Russes sunnites, auxquels les rebelles sunnites de Syrie font confiance, puisqu'en face, ils ont des alaouites, des chiites, syriens, etc., qui les ramenaient là. Donc, ils savaient ils donnaient leur parole, le musulman sunnite, tout citoyen russe, si tant est qu'il y ait des citoyens en Russie, qu'ils fussent, ou sujets russes. Et on les a tous regroupés là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, la solution, aujourd'hui, on a 2 millions de réfugiés à peu près dans cette région. Et ils ne sont pas tous djihadistes, hein, mais il y a des familles, il y a des gens qui ont fui les combats à un moment. Donc, mais on a plusieurs dizaines de milliers de combattants, dont un certain nombre de djihadistes durs. On a plein de Français d'ailleurs. Beaucoup d'Azuréens sont là-bas, dont Omar Homsen, un Sénégalais de l'Ariane, un quartier populaire de Nice, qui s'était rendu célèbre pour un braquage à Monaco, et qui ensuite s'est réislamisé en prison, comme beaucoup, parce que les prisons en France, c'est l'académie du djihad, le normal sup du djihad, l'ENA du djihad. Et donc, qui a été ensuite, qui a créé sa brigade en Syrie, et qui chatte depuis là, avec l'espoir de revenir en France. Donc, si, à l'instigation des Iraniens qui veulent absolument que Bachar reprenne tout son pouvoir d'un point de vue militaire, sur l'ensemble du pays. Voilà, parce qu'il faut bien voir que pour l'Iran, la Syrie, le Liban et la bande de Gaza, c'est leur ligne de défense, parce que c'est là qu'ils peuvent tirer des missiles sur Israël, ce qui a un pouvoir de deterrence, comment on dit en français, de containment. Oui, bah, c'est encore pire. Encore pire. Donc, contenir. Enfin, oui, enfin, le mot m'échappe, excusez-moi. Si jamais on tire sur Natanz, c'est-à-dire sur le site nucléaire iranien, eux peuvent tirer sur Nazareth, Netanya, Haïfa et autres, Tel Aviv. Donc, pour eux, c'est un enjeu très important. C'est l'enjeu de défense. La ligne de défense de l'Iran, elle est là. Elle est là. Oui. Donc, mais les Russes, eux, ne sont pas du tout dans cette logique. Eux, ils souhaitent une solution politique en Syrie, parce que Poutine était colonel du KGB en 1989, en poste à Dresde. Et du fait que l'armée rouge s'était fait piéger en Afghanistan et avait dû quitter Kaboul le 15 février 1989, défaite, ce qui avait amené quelques mois plus tard la chute du mur de Berlin. Poutine avait été rapatrié en urgence dans une HLM pourrie en URSS, et il n'a pas du tout envie que cette affaire recommence. Pour l'instant, certes, ils sont le maître du jeu en Syrie, mais c'est un colosse au pied d'argile. La Syrie. Comme tous les colosses. Exactement. La plupart ne le savent pas. Et il n'a pas beaucoup d'argent. Il ne peut pas plomber la Russie là-bas. Et puis plus il reste, plus il s'enlise, et plus les choses sont complexes. Parce que Poutine est un peu comme un sultan qui aurait 4 épouses. L'une, c'est Israël, l'autre, c'est l'Arabie saoudite, la troisième, c'est l'Iran, la quatrième, c'est la Turquie. Et ce ménage polygame tire à U et à Dia. Ceux qui s'entendent le mieux, c'est Israël et l'Arabie saoudite, paradoxalement. J'étais en Israël fin janvier. Netanyahou était à Moscou, il y est tout le temps. Et les gens avec qui j'ai parlé, qui est proche de lui, m'ont dit « Nous n'avons aucune objection à ce que la Russie soit suzerain de la Syrie. » Et même que Bachar reste. Il y a à peu près, aujourd'hui, un quart à un cinquième de la population israélienne qui sont des ex-soviétiques, qui gardent, sinon un amour pour le régime soviétique, ils n'en ont aucun, mais un attachement avec leur pays, indéniablement. Et l'industrie des drones russes aujourd'hui est entièrement fournie par des Israéliens d'origine russe, pour la plupart. Donc, mais on ne veut pas d'Iraniens, les Iraniens dehors. Et un mois plus tard, j'étais en Arabie saoudite, où on me dit, là aussi à très haut niveau, au fond que Bachar soit là, finalement, allez, pas de souci. Et puis les Russes, on leur fait confiance. Encore une fois, les gilets jaunes. La raison pour laquelle le pétrole est monté si haut, c'est que la Russie, qui est désormais une pétromonarchie,
et l'Arabie saoudite se sont entendus pour faire monter les prix. C'est ça qui a permis au baril, qui était descendu à 24-26 $ en 2014, de remonter à jusqu'à 70-80 aujourd'hui. Et alors, d'autant plus que les Russes étaient ceux qui finançaient le soulèvement de la Ghouta, qui est la région populaire autour de Damas, qui est un peu le 9-3, si vous voulez, d'où on bombardait Damas. Et ils ont laissé tomber leurs affidés, puisque cette solution leur convenait, mais à condition qu'il n'y ait pas d'Iraniens. Mais les Russes ne peuvent pas renoncer aux Iraniens, car les Iraniens, c'est l'infanterie. Les Iraniens et puis les supplétifs chiites du Pakistan, d'Afghanistan, du Hezbollah libanais, etc. Parce que sinon, ils vont se retrouver avec une pression, même s'il n'y a pas d'opinion publique en Russie, il y a quand même de fortes pressions des Russes, si ça se tourne mal. Et en Afghanistan, les Popov, si j'ose dire, les soldats russes tombaient comme des mouches. Et là, ce ne sont pas des Russes qui sont sur le terrain, ce sont des Hazaras d'Afghanistan dont tout le monde se fout, qui n'ont pas de mer, qui ne peuvent pas manifester et qu'on paye 800 $ par mois. Et quand ils disparaissent, ça n'a pas de prix politique, pour Poutine, si vous voulez. Donc ça, c'est un souci. Et sans eux, ils ont du mal. Et d'autre part, les Turcs ont leur propre logique. Les Turcs sont maintenant obsédés par la perspective qu'un irrédentisme kurde construise un État dans le sud-est de la Turquie, et donc font tout pour empêcher que les Kurdes de Syrie construisent un État autonome. Or, les Kurdes de Syrie, vous verrez très bien ça sur la carte si vous venez regarder le bouquin tout à l'heure, sans obligation d'achat, plaisir des yeux. Vous verrez, il y a une zone, mais en général, une fois qu'on a vu les cartes, on achète 2-3 livres pour les vacances de Noël. On voit que vous êtes passé au Proche-Orient. Ah oula. Vous connaissez la Méditerranée par cœur. J'ai surtout essayé d'y survivre. Pour l'instant, bon, c'était limite, mais je suis encore là-bas. Pour vous que ça dure. Et donc, vous verrez que la zone du nord-est de l'Euphrate, qui est en jaune sur les cartes, qui est la zone qui est contrôlée par les Kurdes, avec très grosse présence des forces spéciales américaines et un peu françaises aussi, qui est la région la plus prospère de Syrie, c'est là qu'il y a le pétrole et les champs de coton. Cette zone-là, elle est sur le papier contrôlée par les Kurdes. Il y a aussi des Arabes, mais c'est les Kurdes qui contrôlent. Et ce sont eux qui nous ont aidés à faire tomber Raqqa, ceux qui ont fait le travail sur le sol pendant qu'on bombardait d'en haut. Or, les Turcs voudraient les dégager, tous ces gens-là, parce qu'ils ont peur qu'il y ait un État kurde, et les Iraniens aussi. Mais les Occidentaux, eux, bien sûr, gardent cette carte dans la négociation. Donc, pour revenir, si ça n'est pas clair, ça le sera si vous regardez la carte dans le livre. Si c'était exprès que ce n'était pas très clair. Pour revenir à votre question, on est aujourd'hui, à mon avis, en Syrie, dans la phase post-chaos. C'est-à-dire que tous les acteurs ne sont plus là pour envoyer des troupes pour tuer tout le monde. On est en train de négocier, d'avancer des pions pour un règlement final. C'est-à-dire les Turcs poussent dans un sens, les Européens dans un autre. On est en période de pré-négociation, chacun. Oui, c'est ça. Alors, Emmanuel Macron a tendance à comparer, peut-être parce qu'il veut dramatiser les enjeux, la situation présente aux années 30. Oui. Sous-entendu, le Front National, c'est les nazis. Oui. Moi, je suis un peu plus historien, peut-être. Et donc, je le mettrais plutôt, en fait, dans 1918. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit quand on regarde. Pardon, mais ça c'était pour le 11 novembre. C'est peut-être qu'il a influencé. Non, parce qu'il a dit de 18 jusqu'aux années 30. Bon, alors d'accord, on lui donne un point. Alors. Et on lui accorde ce point. Je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est ce qu'il a dit. Je n'ai rien contre lui. Mais c'est plutôt 18, c'est la mauvaise négociation de la fin de guerre. Ah, oui. C'est l'idéalisme délirant de Wilson qui va favoriser l'exacerbation nationaliste partout. C'est le revanchisme français, l'Allemagne paiera. Et donc ça aboutit à Mussolini, Hitler, etc. Et la Seconde Guerre mondiale. Il faut faire très attention aujourd'hui à la manière dont se joue la reconstruction du Levant. Je pense que c'est là l'un des enjeux clés pour demain. C'est pourquoi il faut être présent dans la négociation. Et de ce point de vue-là, Macron est bien meilleur que Hollande, parce qu'il est beaucoup plus pragmatique. Mais il a dû aller à Istanbul il y a 15 jours avec Mme Merkel pour rencontrer Poutine et Erdogan.
parce que les Turcs et les Russes tiennent une grande partie de la solution aujourd'hui. Les Turcs qui ont remarquablement utilisé cette affaire horrible, l'assassinat de Jamal Khashoggi, à leur propre profit. Alors, sur le détail des choses, on ne sait que ce qui nous est dit par les Turcs, ce que les Saoudiens sont obligés d'avouer parfois. Sur ce qui a amené à cette affaire, pour l'instant, je dis joker en ce qui me concerne. J'ai quand même un grand nombre de soupçons, d'innuendo sur la manière dont les différents services de la région ont manigancé tout ça. Mais ce qui en ressort, évidemment, c'est que Erdogan s'est remis au centre du jeu, est en position, d'abord, d'affaiblir considérablement son rival saoudien, en lien avec son allié qatari et les frères musulmans, dans la lutte, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'il y a à la fois aujourd'hui, par rapport aux années 70, où on était dans le conflit israélo-arabe, et puis le conflit Est-Ouest, et les Américains qui construisaient un rempart contre l'influence soviétique autour de la Turquie et de l'Iran, du Shah, à l'époque membre de l'OTAN. On n'est plus tout à fait... La Turquie est toujours dans l'OTAN, mais c'est un membre un peu chéiquier, disons. Aujourd'hui, on a principalement une ligne de clivage qui est sunnite contre chiite, Iran contre Arabie saoudite, et à l'intérieur du monde sunnite, des fractures très fortes entre l'axe frères musulmans appuyé sur Turquie et Qatar, et l'axe saoudo-émirati égyptien, qui se battent pour l'hégémonie. Oui. Et la question du Levant, ça va être, en fait, c'est la résultante de tous ces conflits et de la manière dont on sera capable de construire un consensus va dépendre notre avenir. Et vous le mentionniez tout à l'heure, c'est quelque chose dont l'Europe est partie prenante. Aussi bien à Normal Sup, où je suis maintenant, qu'en Suisse, où j'enseigne aussi, j'ai créé une chaire qui s'appelle Moyen-Orient Méditerranée. J'essaie de créer cet espace qui veut dire que nous sommes solidaires de ce qui se produit à Artigat, à Pau, à Argenteuil ou au Bataclan, ou bien en Italie, où l'arrivée des migrants incontrôlée a suscité des angoisses de la société qui a voté pour Salvini. Madame Merkel, avec son Wirtschaftendas, voulu en grande partie par le patronat allemand pour avoir de la main-d'œuvre, qui a fait entrer 1 million de Syriens, et la perspective aussi, la possibilité du regroupement familial. Tout ça s'est traduit par la montée en puissance de l'AfD. Donc on est quand même dans une situation où l'Europe est très profondément ébranlée. Parce que si ces partis l'emportent aux élections européennes, on est quand même dans une situation où l'Europe va se trouver fragmentée, incapable d'agir, et finalement sera la proie de ses voisins. On voit bien comment Trump propose à chaque membre de l'Union européenne un deal particulier, comme le promoteur immobilier qu'il est finalement. Vous propose d'acheter votre pavillon et puis ensuite vous vous retrouvez sur la paille. Et donc on est dans une situation extrêmement difficile, et de notre capacité à gérer notre environnement méditerranéen moyen-oriental dépend une part importante de notre avenir, et y compris de la cohésion de notre société. Je ne suis pas complètement sûr que ce raisonnement pénètre aujourd'hui l'esprit des énarques trentenaires qui nous gouvernent. Oui, sinon, il y en a qui sont universitaires dedans. Hein. Oh ben vous savez, il y a des pêcheurs dans toutes les professions. Non, ce ne sont pas simplement des dangers qui viendraient de l'extérieur, ça pourrait toucher au noyau des sociétés dans lesquelles on vit. Bien sûr, oui, c'est pour ça que c'est un enjeu si important. Moi, j'ai consacré ma vie à essayer de faire l'interconnexion, si vous voulez, de montrer les interconnexions entre ces deux phénomènes. Alors, quand on fait ça, on heurte beaucoup d'intérêts acquis, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles Kepel. Merci à vous, Philippe.
Juste un mot avant que tout le monde puisse voir ces fameuses cartes dont vous nous parlez depuis une heure. Honnêtement, je dis les choses, c'est pas parce qu'on se connaît personnellement que je dis ça, mais je pense que le lanceur d'alerte des conséquences de la radicalisation de l'islam en France et en Europe, c'est Gilles Kepel qui l'a vu en premier. Et quand je l'ai entendu dire qu'il ne fallait pas attendre que des gens se mettent en paix parce qu'ils s'aiment, mais que des gens soient peut-être au début de comprendre que c'est de l'intérêt vital de chacune des nations qui sont engagées dans cette affaire d'aller vers une solution de paix. J'espère qu'il a aussi raison qu'en dans les années 80, lorsqu'il voyait pointer ce que d'autres ne voyaient pas. Merci. Inch'Allah.